Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'agile. Et ce que je vous propose, c'est un peu d'avoir 3 temps d'échange. Un qui va nous rappeler un petit peu le club Urbava et l'agile, où on en est. Un temps, on va vous présenter les travaux de cette année 2020, de ce premier semestre, où notamment on a, avec l'aide de la Société Générale, fait un point sur une des pratiques que on avait sélectionnées en début d'année, qui est DDD et couplée à Event Storming. On reviendra là-dessus. Et puis, on se projettera tous ensemble sur les prochains travaux autour de l'agile. Si je reviens sur un peu Club Urba et Agile, il y avait, je ne sais pas si certains avaient sans doute pu participer, on avait organisé un webinaire le 19 mai où, à l'occasion de la publication du rapport sur ce sujet-là, de l'agile, on avait présenté les éléments du rapport et interagi déjà un peu dans Klaxoon sur comment vous vous positionnez sur le sujet agile, les membres du club. Donc, juste pour rappel, ce rapport est disponible sur le site du club et on a maintenant dans YouTube, LinkedIn, Twitter et site internet le lien vers la vidéo qui doit faire 50 minutes, hein, qui présente les éléments du rapport. Donc ça, voilà, ça c'est à disposition si vous souhaitez le consulter. Et notamment donc dans ce rapport, et on va le réutiliser aujourd'hui, on a évoqué IDEA. Alors IDEA, c'est quelque chose que j'ai initié. Alors c'est en logique Creative Commons, donc en open source. C'est suite aux travaux au club, et puis un peu mes expériences, je me suis dit que c'était bien d'avoir un peu une bibliothèque des activités et des pratiques qui étaient adaptées à l'agile en architecture. Et pour moi, il y a quelque chose qui est clé, c'est le dialogue entre l'intentionnel et l'émergent. Dans ce monde agile qui bouge, il faut réussir, et c'est pas toujours évident, mais en tout cas, il y a des choses qui resteront durablement de nature intentionnelle dans l'évolution de nos systèmes d'information, et il y en a d'autres qui émergent dans ces équipes agiles où le design va être fait par ces équipes pluridisciplinaires pour partie. Il va falloir organiser ce dialogue entre les éléments intentionnels et émergents. Alors, c'est ce que j'ai essayé de cadrer, hein, au travers de IDEA, et notamment en essayant d'identifier les cycles dans lesquels intervenaient les architectes. Et je me disais, si on va dans les 6 cycles que vous retrouvez sur le polygone à droite, on se dit que en agile, peut-être encore plus qu'avant, il faut être dans le cycle 1, dans le continuous exploration en tant qu'architecte, hein, pour clarifier le problème à résoudre. Et ça, c'est en connaissant intimement peut-être les end-users et nos chaînes de valeur qu'on va y arriver, sachant que derrière, il faut sans doute vraisemblablement aussi être là pour driver, ou en tout cas faire comprendre et décrire les operating models, et derrière peut-être les digital offers qui sont derrière les operating models. Et ça, c'est peut-être des activités qui se renforcent par rapport à ce qu'on a connu avant. Il faut qu'on arrive à penser l'offre digitale et les operating models. On sait que dans les grands groupes, quand on innove, des fois, ça bouscule nos operating models, et il faut savoir l'appréhender, le décrire, et notamment les stratégies plateformes, ça bouscule un petit peu ce qui était historiquement aux frontières de l'entreprise, pour rentrer dans des logiques plus d'écosystème. Et ça, je pense en tant qu'architecte, on a sans doute des rôles importants à jouer sur cette logique-là, qui est pour moi un deuxième cycle d'évolution du SI important. Un troisième, c'est la construction en lui-même des produits et des applicatifs. Et là, faut réussir à maximiser la valeur à délivrer. Et en tant qu'architecte, là, historiquement, on est là pour accompagner les équipes pour faire les bons choix. Sachant qu'on a aussi cycle 4, en continuous architecture, sans doute aussi un rôle, indépendamment vraiment des cycles de delivery et de construction des systèmes, sur le développement des capabilities, hein, au niveau de l'entreprise, dans une logique durable, hein. Donc ça reste aussi,
je pense, quelque chose d'important. Et puis, il y a le cycle où parfois, on lance des projets, des grandes transformations. Et là, il y a des problématiques d'alignement, de responsabilisation, en tout cas d'empowerment des équipes. Et là, et la cohérence, on a sans doute des rôles à jouer en termes de cohérence transverse importants. Et puis après, il y a la vraie vie, continuous operation. Et là, l'excellence opérationnelle, la continuité des opérations, l'opérabilité des systèmes, c'est quelque chose aussi qui est sans doute dans notre champ de préoccupation dans ce monde agile. Donc, au travers de cette grille, qui est une grille qui est à 6 cycles d'évolution du SI, en fait, j'ai essayé de positionner derrière les acteurs, les événements qui étaient importants dans la constitution de ces cycles, et puis les données qu'on va manipuler, les objets métiers qu'on va manipuler. Et derrière, si on prend l'exemple de, par exemple, Continuous Building, quand je parle de dialogue intentionnel et émergent, c'est pour faire du building proprement du SI. Sans doute qu'il y a des éléments intentionnels de guidelines, où on va donner des principes, des styles, des patterns en entrée, où on va donner des champs de contraintes, on va mettre en place des roadmaps à long terme, et il y a un champ de ressources qui sont tout ça, c'est des éléments intentionnels donnés, je dirais, aux équipes de delivery qui, elles, vont faire le design, le refactoring, le codage, le testing, l'intégration de leur production, et que tout l'enjeu va être de faire en sorte qu'on ait les bonnes activités et outils de dialogue sur ce cycle-là, par exemple, avec peut-être des choses qui sont nouvelles, de gestion des non-functional requirements par des fitness functions. Donc ça, c'est une façon, par exemple, c'est une pratique nouvelle qu'on voit sur le marché qui aide à gérer en pratique et sur la durée les non-functional requirements. Ça, c'est pour moi des activités et des pratiques peut-être nouvelles ou en tout cas intéressantes à considérer pour faire que le dialogue entre l'intentionnel et l'émergent se passe bien sur ce cycle, là, en exemple de continuous building. Donc, je voudrais que sur cette dimension-là, on retourne peut-être dans Klaxoon. Alors, on l'avait un peu fait lors du webinaire du 17, mais on n'avait peut-être pas été au bout, donc c'est l'occasion pour moi de vous réinterroger. En fait, 2 questions. Sur ces 6 cycles que j'ai introduits rapidement, là, est-ce que vous considérez pour vous que dans votre entreprise, vous êtes, première question, présent sur ces 6 cycles-là, l'équipe architecture? Et deuxième question, c'est plutôt en creux. Par rapport à ces 6 cycles, est-ce que notamment, de fait de ces transformations agiles, mais peut-être pas que, transformation data peut aussi être une motivation, dans quel cycle vous pensez qu'il serait intéressant d'être peut-être plus présent, Donc ça, c'est vraiment si vous voulez, les deux questions sur lesquelles je voudrais vous interroger. Alors, un peu en redondance par rapport au 17 mai pour ceux qui avaient pu participer, mais c'est pour avoir un maximum d'avis sur ces 2 dimensions, qui est la présence aujourd'hui sur ces cycles des équipes d'architecture et la présence que vous pensez utile demain. En fait, quand on regarde ce que vous nous dites, c'est que vous êtes présent sur l'exploration, la continuous architecture et la transformation. Donc là, pour aider à l'alignement, mais moins quand même sur le building, sur l'opération, donc sur vraiment la vie des systèmes et de la vraie vie, business IT, le continuous building et les digital offers, on est plutôt en dessous ou égal à 50%. Donc aujourd'hui, en tout cas pour 14 d'entre vous, et dans cette configuration-là, si on regarde la deuxième, là où on devrait être présent plus encore d'habitude, plus qu'aujourd'hui selon vous, c'est dans l'exploration et dans les opérations, très clairement. Alors après, voilà, sans négliger nécessairement d'autres endroits où on doit être plus présent, notamment sur l'architecture, le building, mais on voit bien que c'est en exploration, donc au plus près peut-être des clients et dans l'opération au plus près aussi de la vraie vie, que vous pensez que les architectes doivent, en termes de playground, peut-être renforcer leur présence. Donc ça, c'est intéressant de le partager ensemble. Je pense que les avis sont assez
vont un peu dans le même sens. Et avant d'attaquer la suite, en fait, et la dernière partie, je voudrais vous parler de ce qu'on a, parce que là, on a vu hein, dans cette logique intentionnelle émergent, il y a des activités, alors c'est un draft, hein, ce que je vous ai proposé, mais il y a surtout des pratiques derrière qui sont aujourd'hui, le groupe de travail là, de cette année sur l'Agile a considéré comme intéressant de regarder, qui, par exemple, sont Domain Driven Design et Event Storming. Alors, dans Building, je l'avais repositionné comme une pratique effectivement intéressante, notamment de dialogue entre l'intentionnel et l'émergent. Pourquoi? Parce que DDD, c'est pas récent, hein, mais c'est une approche c'est quelque chose qui a été créé en 2003 par Eric Evans. Et vraiment, l'idée de cette pratique, c'est de rendre les choses explicites au travers d'un langage objet. Donc, c'est considérer vraiment que la modélisation est importante, mais avec une vraie logique de raisonner par contexte. Alors, dans DDD, on parle de bonding context, hein, de contexte borné. Et c'est se dire que un client, c'est pas la même chose dans toute l'entreprise. Et quand on voit d'un point de vue logistique ou d'un point de vue commercial, on va pas considérer le client comme quelque chose d'unique et indifférencié. Et donc peut-être la tendance qu'on a eu beaucoup d'entreprises à essayer de trouver des référentiels centralisés un peu riches, c'est peut-être pas obligatoirement la bonne approche dans ce monde distribué, ce monde agile et ce SI agile qu'on veut avoir, et qu'il faut raisonner par bonding context. Donc ça, c'est vraiment un des principes clés de DDD. Et ça va nous aider, ce langage par bonding context, avec des concepts comme la fabrique, les entrepôts, au sein des bonding contextes qui vont être autour d'objets qui vont être des entités valeurs, être des éléments de création autour de ces objets, de vue d'ensemble d'informations d'un bonding contexte. On va réussir à clarifier nos domaines, hein, nos bounding contexts, qui ont du sens dans une logique peut-être de construction. Par exemple, si on va vers du SI distribué, du microservice ou de l'architecture hexagonale, si on pousse au bout, c'est même indispensable d'avoir ce découpage-là, hein, et donc d'éclairer les domaines, les flux entre les domaines et les structurer à l'intérieur d'un domaine, avec toujours cette logique d'architecture en couche. Hein, et donc là, je passe sur le slide suivant, notamment Grégory Venbar, qui fait partie du club DDD France, était venu, c'était l'année dernière, nous présenter lors d'une session du club un peu DDD, hein, et ce qu'il nous avait dit, et ce qu'on retrouve dans l'ouvrage d'Eric Evans, c'est que le domaine, c'est vraiment un des éléments, si on regarde le SI en couche de présentation, service, entité de données, l'élément clé au niveau de l'entité, et il faut gérer la complexité, ou en tout cas cantonner la vision métier à cette couche-là, domaine ou entité, et qu'après, des services sont des manipulations de ces objets-là, et la présentation, une couche encore je dirais, très centrée en user, par rapport aux services qui utilisent ces domaines-là. Et donc, l'idée de DDD, au-delà de ce concept par objet, c'est vraiment de cantonner à cette couche entité, la complexité et les règles de gestion métier, dans une logique frugale. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire frugal? Ça veut dire, si on prend, Grégory avait pris l'exemple du livre, le livre, qu'on soit libraire, logisticien, lecteur ou autre, quoi, ça ne veut pas dire la même chose, c'est des informations différentes. Et en fait, ça, c'est des éléments, c'est des bounding contexts à chaque fois. Et dans les bounding contexts, c'est quoi l'objet, le modélisation minimale, la plus frugale possible, qui nous permet de gérer à date les aspects logistiques autour du livre. Mais on n'a peut-être pas besoin d'avoir une complexité de gestion des entrepôts importante, parce qu'on c'est pas notre taille actuellement. Surtout pas de modèle, des choses on projette la complexité de demain. Non, on reste en logique frugale au plus près de aujourd'hui et du prochain MVP, hein, dans notre modèle. Donc ça, c'est le principe de découplage et de frugalité de DDD. Et en fait, ce qu'on a regardé, et l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue partagée entre le business et l'IT, hein, et d'avoir un langage commun
ou même dans le code, on va retrouver ce langage unique, potentiellement, si on va au bout du modèle. Hein, on n'a pas le code, il ne diffère pas du langage des DD, et le métier va vraiment s'y retrouver dans ce langage-là. Hein. Alors, bien sûr, s'aligner business et IT autour d'un langage commun, global, c'est potentiellement coûteux. C'est ce qu'on a vu à l'atelier là qu'on avait animé avec la Société Générale cette année, et c'est coûteux. Donc, en fait, on s'est dit hein, lors de l'atelier qu'il fallait l'utiliser à bon escient, DDD. Et DDD a vraiment du sens, cette pratique-là, quand il y a un fort enjeu d'alignement entre les acteurs, entre les équipes IT, entre le business et l'IT, et où on est dans un monde complexe. Hein. C'est-à-dire que quand quand on a potentiellement parfois perdu la maîtrise d'un domaine, hein, et on ne sait plus bien qui fait quoi ou comment les choses sont couplées, et bien là, ça a du sens, hein, parce qu'il y a un fort enjeu d'alignement. De même, quand il y a une incompréhension potentiellement autour de termes, quand on a des dépendances qu'on n'arrive plus à gérer, ou quand on a potentiellement des questions de découpage. Donc ça, c'est vraiment DDD et peut être très utile dans ces cas-là. Par contre, quand on est dans un SI qui est très progicialisé ou standardisé, où de toute façon, on n'a pas nécessairement la main sur le découpage et où on n'aura pas de choix d'architecture fort, bah, c'est pas nécessairement utile de faire du DDD parce que de toute façon, on va être soumis au langage du logiciel et qu'on n'arrivera pas nécessairement à l'aligner avec le langage du métier. Donc, DDD a vraiment du sens quand on est dans de l'alignement et complexité, sachant que du coup, on s'est dit comment ça marche, hein, DDD, et quelles sont finalement les bonnes pratiques et les cas favorables. Les bonnes pratiques, c'est vraiment de faire un langage qui est compris par toutes les parties prenantes du contexte borné. Hein. Donc, on essaye de vraiment lever les ambiguïtés. Hein. Donc, il faut être authentique. Il faut vraiment qu'on mette du DDD, ça a du sens que si on a vraiment les gens du business et de l'IT. Hein, ce n'est pas les gens de l'IT entre eux qui vont définir le langage DDD. On va être dans une logique. DDD va être intéressant, donc ce qu'on disait, hein, quand on est dans des enjeux de complexité d'alignement. Et puis, ce qu'on voit, c'est il y a quand même beaucoup de concepts derrière DDD. Alors, il faut un petit peu de temps pour bien maîtriser ça. Donc, une des précaux, et ce qu'on s'est dit là quand on a fait notre atelier, c'est quand même bien de se faire accompagner par un coach DDD pour les premiers travaux. Hein, pas se lancer nécessairement sans méthode et sans maîtrise. Et puis, il faut faire attention parce que c'est bien de lever les ambiguïtés, mais c'est un travail sans fin. Hein, et la modélisation, on le sait, ça peut être sans fin. Donc, il faut savoir juste en faire par rapport aux enjeux, faire du just enough hein, dans ces logiques de DDD. Dans tous les cas, la valeur ajoutée, quand on a besoin d'alignement et de complexité, il est important. C'est d'ailleurs vrai que ce soit en opportunité, en one-shot ou en continu. Et que clairement, dans les cas favorables, c'est quand on construit une architecture distribuée de type microservice, Saga, Kafka, hexagonal, et quand on a l'ensemble des acteurs et quand on a un coach méthodologique, là, on est plutôt dans une dynamique où DDD devient vraiment intéressante et même essentielle à la réussite de notre projet agile. Hein. Et dans les bonnes pratiques de déroulement d'atelier, on coupe souvent DDD à event storming. Alors, event storming, c'est quoi? C'est partir si on prend une chaîne de valeur ou un process de A à B, décrire les événements qui jalonnent ce processus-là et partir vraiment des événements, de regarder quels sont les événements peut-être les plus invariants, les commandes qui sont et les règles de gestion potentielles, les acteurs qui interviennent sur ces événements, de façon à ce que avec un travail comme ça sous forme de post-it, on arrive dans une logique un peu DDD à faire émerger les domaines plus facilement, hein, parce que c'est là où on va donner, on va se dire, c'est quoi les bounding contextes, hein, peut-être. Hein, là, on est dans le monde logistique, là, on est dans le monde commercial de notre process, et là. Sur chacun des domaines, on va établir notre stratégie de découplage et commencer à vraiment, après, rentrer dans le modèle DDD. Donc, partir des événements, ça nous semble, par exemple, une bonne pratique qui est ressortie de l'atelier. Donc, là-dessus, en fait, si je retourne sur Klaxoon, je voudrais vous interroger
sur Domain Driven Design. Là, j'en ai parlé un peu, mais je voudrais savoir finalement, vous, par rapport à DDD, quel est votre niveau de connaissance de cette pratique-là et votre vision sur le côté essentiel de cette pratique-là dans notre métier d'architecte d'aujourd'hui et de demain. On se fait un petit état des lieux là, on est 20 à être sur Klaxoon. Je pense que c'est intéressant de se dire, ben, j'ai mis un peu 5 et c'est à choix multiples. Hein. Vous pouvez être à la fois connaître un peu, mais penser que c'est un must-have. Mais l'idée, c'est qu'on se fasse un peu un état des lieux, d'où on en est sur cette pratique des DD là dans notre quorum d'architectes au club. Alors on avait là, c'est la Société Générale, hein, c'est Patrice qui était venu nous présenter un peu ce qui se faisait, et c'est vraiment très diffusé à la Société Générale aujourd'hui. Mais peut-être que BNP, on avait fait une exploration qui nous avait montré aussi le niveau d'utilisation. Mais je pense que c'est intéressant de voir maintenant, plus globalement, où on en est. Et vous voyez avec moi, en fait, finalement, I know the basics. Alors, voilà, ça, c'est quand même une grande majorité d'entre vous. Après, c'est never heard. Donc, on est quand même sur une pratique effectivement, qui est, je pense, très diffusée, le club des DD, au sein des équipes de développement, hein, parce que ça parle aux développeurs, mais peut-être que là, on voit que ça parle peut-être moins aux populations d'architectes à date, hein, et que vous l'avez pour 5% et 10%, 15% d'entre vous pratiqué. Hein. Donc, on est encore dans une pratique qui est peut-être pas encore complètement diffusée. Je vous invite à la considérer, moi, à mon avis, parce que c'est une pratique intéressante dans certains cas, hein, avec les bémols qu'on a indiqués. Pour la suite, maintenant qu'on a vu ça, hein, des DD, ce que je voulais voir avec vous, c'est effectivement votre vision des autres pratiques qui pourraient être intéressantes de considérer. Et là, je vais encore me référer à IDEA comme point d'entrée d'échange pour avoir un peu votre avis sur, si on zoome un peu, hein, parce qu'on a fait une vue globale des 6 cycles, j'ai positionné pour chacun des cycles, je vous le représente ici, mais en gros, les activités et les pratiques de nature, c'est une première proposition, hein, intentionnelle, émergent et de dialogue, qui me semble intéressant à considérer, hein, pour les 6 cycles. Alors, pour Continuous Exploration, par exemple, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être intéressantes, je pense, à considérer. De même, pour l'offre digitale, de même pour le continuous building, la transformation et le continuous opération. Donc sur ces 6 cycles, là j'ai positionné, mais c'est vraiment à débattre et je serais heureux d'en débattre avec vous, quelles effectivement activités et pratiques sont pertinentes, mais je voudrais, au travers de Klaxoon, là encore, avoir un peu votre avis. On avait commencé à le faire le 17, mais là, c'est l'occasion d'avoir un petit peu plus de temps. C'est sur ces 6 cycles, avoir votre avis sur quels sont finalement où les architectes doivent jouer un rôle plus important. Hein. Est-ce que c'est sur le cycle exploration, si on prend le premier cycle, est-ce que c'est sur l'intentionnel? Est-ce que c'est plutôt sur le dialogue ou est-ce que c'est plutôt l'émergent? L'intentionnel, c'est est-ce qu'on doit, sur l'exploration, vraiment donner un cadre, structurer peut-être des labs ou jouer un rôle clé dans les digital factories qui sont peut-être des incubations dans les entreprises pour faciliter cette exploration. Donc, est-ce qu'on doit donner vraiment le cadre de ça? Donc, être dans l'intentionnel. Est-ce qu'on doit même être un peu driver je sais pas, du cadre de ressources ou du stratégie autour de l'innovation? Bon, là, on est clairement dans un renforcement de notre rôle dans l'intentionnel. Est-ce qu'au contraire, on est dans l'émergence ou est-ce que nous, architectes, en fait, on est bien positionnés pour faire de la veille, pour identifier les opportunités business et techniques et faire de l'émergence sur l'exploration, hein, au travers d'activités ou de pratiques? Ou est-ce qu'on est là pour organiser le dialogue, hein, sur l'exploration? Et on doit jouer un leading role sur
le fait que, effectivement, se rencontrent proprement le cadre de ressources, le Digital Lab et les use cases de l'émergent, hein. Donc, et là, c'est plus de la gestion, peut-être de contribuer à la gestion de portefeuille, à des études d'impact en phase exploratoire. Donc ça, on est plus dans le dialogue, hein. Donc la question, c'est où, et c'est vrai pour moi sur les 6 cycles, vous pensez que l'architecte, alors essayez d'être discriminant si possible, hein, pas être leading role partout, et je pense que c'est pas jouable que les architectes soient leading role dans tous les sujets, mais vraiment de vous dire, d'essayer de se positionner un peu sur votre perception de où on doit jouer un rôle. Peut-être là, je pense que dans bien des cas, c'est quand même un renforcement de ce qui existe aujourd'hui, mais peut-être pas, hein. Peut-être que d'autres cas, c'est qu'il faut laisser la place à d'autres. On parle parfois des décentralisations de l'architecture, hein, en bon agile, des décisions d'architecture aux équipes, mais alors là, ça se fait dans certaines conditions. Donc ça veut peut-être dire que dans le building, par exemple, on doit moins jouer de rôle sur les aspects dialogue et émergent, mais plus sur l'intentionnel, je sais pas. Donc il y a peut-être quand même, hein, sur certains cycles, des endroits où on doit plutôt se retirer, ou en tout cas favoriser la montée en compétence d'autres et la prise de responsabilité d'autres acteurs. Mais globalement, je vous invite à un peu à vous positionner. Et ce qui est intéressant, du coup, ça sera, pour moi, j'essaierai d'en renvoyer le rapport derrière à tout le monde, c'est de se voir comment, globalement, notre échantillon, là, on est 20 à répondre, ben, et je rajouterai ceux du webinaire du 17, pour ceux qui avaient répondu, ben, ça commence à donner un quorum et une tendance de la vision, je dirais, des architectes au club sur où ils doivent jouer un rôle. Et donc, merci de faire cet effort de répondre de façon à ce que derrière, on ait effectivement un peu des éléments de tendance qui pourraient être intéressants d'avoir pour nous. Ah tiens, j'en profite pendant que tout le monde répond. Si Laurent t'a déjà répondu, je vois que chez BNP, tu dis DDD, il y a des choses qui bougent. Tu veux nous en dire un petit mot? Ouais, je peux vous en dire deux mots très rapidement. En fait, DDD, donc nous, on a lancé une étude il y a 2 ans de ça, sur le lien entre DDD et l'architecture d'entreprise. Et en fait, bon, c'est beaucoup des choses que tu as déjà racontées sur l'initiative de la Société Générale. Mais en fait, nous, ce qu'on a dit, c'est, en fait, on a formé tous les architectes d'entreprise à DDD, en disant, grosso modo, les building contextes doivent être totalement alignés avec ce que nous, on appelle des concepts business, qui sont le découpage informationnel, on va dire, tel que vu par le métier. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'en fait, l'architecte d'entreprise crée un modèle informationnel, donc un méga modèle de données, on va dire, pour chacune des entités. Et en fait, la structure qu'il a, donc il va travailler le métier comme il faisait avant. L'idée, c'est que ça serve de base aux développeurs lorsqu'ils utilisent DDD. Alors, effectivement, on n'a pas une généralisation de DDD de la même façon que tu l'as expliqué à la Société Générale, c'est-à-dire que ce n'est pas adapté à un certain nombre de briques qui sont principalement les logiciels. Mais à chaque fois qu'on a du développement in-house, le développeur en fait, va utiliser les travaux de l'architecte d'entreprise pour définir son bonhomme de contexte directement à partir, alors non pas du concept métier, mais du modèle informationnel fait par l'architecte d'entreprise, et qui lui-même s'est basé bien évidemment sur un métier. Donc on voit là, vous êtes dans les 15%, même dans les 10% d'entreprises qui pratiquaient vraiment des DD de façon intensive. Ouais, tout à fait. Bien, je vais pas tout commenter, mais on va regarder un petit peu ce que vous dites quand même, par exemple, sur le site exploratoire. Vous dire, bah vraiment là, vous dites en intentionnel, il faut vraiment que les architectes ont joué un rôle peut-être leading role important. On voit que c'est quand même un vote important, là 71%, et que par contre, vous dites sur Dialogue, on est des key stakeholders potentiellement, et que c'est plus équilibré d'ailleurs sur l'émergence, c'est-à-dire qu'on doit être supportive et on doit aussi apporter vraiment des initiatives. Je pense que notre veille opportunité business IT c'est vrai à 20%, et on est là pour aider à la décision sur les initiatives à lancer. Ok.
qui sont pertinentes en termes d'évolution du SI. Donc, on voit dans les phases amont d'exploratoire un peu le positionnement, la façon dont vous le voyez. Si je prends autre chose sur l'architecture, par exemple, bah, on voit que là, leading role sur architecture, c'est pas une surprise. On doit être très présent pour faire les stratégies IT et que en termes de, je sais pas, sur l'émergent, le suivi des dettes, le suivi des, vous vous positionnez comme des key stakeholders et supportive et leading aussi, et que sur le dialogue, sur potentiellement là tous les roadmaps et les choses. Là, on se dit qu'il faut être aussi leading, voire qui est stakeholder. Donc, ça, j'essaierai de le partager derrière à tous ceux qui ont bien voulu répondre. Ça vous donnera des éléments peut-être pour voir un peu où vous vous situez. Et pour finir notre workshop, là, je voudrais vous interroger sur les next steps. Au-delà de pour nos travaux à nous, et sur 2 volets. Un, c'est sur ce framework IDEA là que j'ai initié, savoir ce que vous en pensez, si ça vous intéresserait là, parce que j'ai vraiment été vite d'avoir quelque chose d'un peu plus un temps autour d'awareness un peu plus long pour un peu l'appréhender mieux. Est-ce que ça vous dit de l'utiliser pour faire un peu un assessment, pour vous un peu éclairer où vous positionnez par rapport au reste des entreprises sur ce registre-là, ou au niveau de votre entreprise? Est-ce que ça vous dit de l'utiliser pour l'enrichir avec moi pour en faire quelque chose d'un peu plus robuste? Voilà, merci de répondre là sur IDEA. Et puis après sur nos travaux du club. Alors nos travaux du club cette année, on était très dans les visions, c'était d'essayer d'aller dans la pratique. Donc on avait fait DDD Eventstorming là qu'on vient de vous présenter. Et je voudrais, je sais pas, j'ai listé un certain nombre de pratiques qu'on retrouve dans IDEA là que j'avais mis, qui étaient pour moi intéressants dans un monde agile. Et il y en a peut-être d'autres, n'hésitez pas à compléter. Mais sur ces pratiques-là, si vous pouviez m'indiquer lesquelles il vous semblerait intéressant de creuser au club. Parce qu'on s'est dit qu'on en faisait 3 dans l'année, donc on a fait une, là, on va en faire 2 autres. Donc on avait pensé à notamment peut-être l'architecture runway ou value chain, c'était ressorti un petit peu, mais je voudrais pas vous influencer, je voudrais que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui vous intéresse pour qu'on monte des ateliers où vous pouvez participer, ou en tout cas les résultats vous intéresseraient, de savoir d'avoir un éclairage sur une autre pratique que moi je considère comme intéressante pour un architecte dans un monde agile, quoi. Alors, ou que vous considérez intéressant, faut pas se limiter à la liste. Donc déjà sur les pratiques sur lesquelles vous pensez que ça serait intéressant de se pencher pour le club là dans le reste de l'année, on retrouve bien Runway, on retrouve Platform Model Canvas. Alors là, on avait commencé à l'aborder avec ING et Diane. ING a une vraie stratégie plateforme, et en France ils essaient de la décliner, et on avait commencé à regarder ce que c'était que le modèle Canvas plateforme au travers des travaux d'ING. Donc ça on pourrait tout à fait, ok. Et après vous dites product, voilà. Après il y a des choses qui ressortent moins. Donc peut-être que vraiment les 2 pratiques qu'on va essayer de creuser, c'est Runway et plateforme modèle. Ok. Super. Et puis après vous nous dites donc à faire un IDEA décliné dans votre contexte, ça vous intéresserait potentiellement de faire le recensement. Je pense que c'est aussi une possibilité pour certains de décliner effectivement dans votre contexte un peu ça, et identifier vos cycles et les endroits intentionnels émergents et vos pratiques à vous et vos activités dans ces cycles-là. Ok. Et puis une awareness, ça peut intéresser un certain nombre d'acteurs aussi du groupe. Ok, il nous reste 2 minutes. Je sais pas si vous avez une question. Et puis après, je vous invite alors à participer, pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, aux prochaines sessions de la semaine. Donc si je reprends, hop, pardon.
les sessions qu'on a prévues, hein, les approches vis-à-vis de la data, les collabs mercredi, jeudi, AE et co-responsabilité, et puis la trame d'activité, son évolution vendredi. Ça nous fait voilà un démarrage de semaine. J'espère que c'était intéressant pour vous. Moi, merci d'avoir joué le jeu en tout cas. Et puis on essaye de se recontacter tous très vite. En tout cas pour ma part, moi c'est mercredi avec Pierre, on vous parlera des collabs.